Donc je vais vous parler de Je hais Internet, qui est un roman de Jared Kobek qui a été publié en 2016 aux États-Unis et avec une traduction française en 2018. C'est un roman qui a eu un accueil assez élogieux de la critique et des écrivains américains. Là, il y a Bret Easton Ellis qui pose en train de le lire, et Alan Moore l'a pas mal encensé aussi. Donc le roman raconte l'histoire d'Adeline qui a commis, je cite, la faute la plus impardonnable du XXIe siècle quand on est une femme dans une société qui déteste les femmes. C'est-à-dire qu'elle a exprimé une opinion impopulaire. Devant la classe de l'auteur Kevin Killian, elle exprime un ensemble d'opinions diverses sur le droit d'auteur, le printemps arabe, le numérique. Elle remet également en cause le féminisme capitaliste tel qu'il est représenté par Rihanna et Beyoncé. Elle est enregistrée par un des élèves et la rencontre publiée sur YouTube. Elle se retrouve alors clouée au pilori sur les réseaux sociaux et décide finalement de répondre à ces attaques. C'est à partir de cette anecdote, en y revenant sans cesse, que se déploie le roman de Kobek. Kobek nous propose avec Je hais Internet un mauvais roman. Un bon roman, selon lui, ce que nous on entend par la bonne littérature contemporaine, celle faisant, je cite encore, la chronique des problèmes sérieux d'histoires de famille compliquées. Il prend l'exemple de Franzen, de David Foster Wallace, qui critique énormément dans le livre. Ce bon roman-là a été financé par la CIA au cours du XXe siècle, à travers la Paris Review, l'Iowa Writers Workshop et le prix Nobel de littérature, pour permettre l'extension de la culture middle class bourgeoise blanche à travers le monde dans une lutte contre l'URSS et les valeurs communistes. Il ne reste donc selon lui qu'à écrire de mauvais romans et se frotter vraiment à la technologie. Donc quand il en parle, lorsqu'il est devenu évident qu'Internet était la fiction dominante du XXIe siècle, par réflexe de survie, de nombreux écrivains ont décidé d'utiliser les réseaux informatiques comme outil marketing. La seule solution pour aborder le sujet d'Internet, c'était d'écrire de mauvais romans, dans lesquels le personnage principal n'apparaissait pas. La seule solution, c'était d'écrire de mauvais romans, qui imitaient la capacité des réseaux informatiques à être la poubelle de tous les médias. La seule solution, c'était d'écrire de mauvais romans qui imitaient la capacité des réseaux informatiques à présenter le contenu de façon absurde et désordonnée. C'est donc de cette façon qu'il décide de raconter Internet et les réseaux sociaux numériques avec des avis tranchés sur tous les sujets, des images, des listes de meilleurs tweets, des fun facts et des anecdotes ou des statements se rapprochant de l'art conceptuel. Je ne vous le cache pas, le titre n'est pas ironique. Le roman narre une détestation radicale de l'Internet à travers une critique unilatérale et partiale, mais avec beaucoup de justesse et d'humour. J'étudierai quelles sont les critiques émises par le roman, puis la façon qu'elles ont de nous narrer à l'Internet, non pas comme une surface plane, mais comme un dispositif idéologique multiscalaire, à échelle monde, et enfin ce que le roman nous dit de la littérature et de son implémentation locale à San Francisco. Parce que toute l'intrigue se passe à San Francisco, évidemment. Les critiques portées par Jared Kobek peuvent se résumer schématiquement en 3 lignes de force. La violence et le devenir pub des échanges individuels, une critique intersectionnelle du numérique comme pôle d'oppression sur les femmes, les classes défavorisées et les personnes racisées, enfin la gentrification territoriale de San Francisco. La violence de l'expérience des utilisateurs sur les réseaux sociaux est selon l'auteur la caractéristique d'un devenir publicitaire de la communication entre les individus qui est mis en place par les plateformes socio-numériques. Les réseaux sociaux sont des éditeurs qui cadrent l'expression des utilisateurs pour pouvoir en calculer le contenu. La culture de la connectivité qu'ils mettent en avant n'est là que pour faire produire du contenu qui permet la création de data permettant l'envoi de publicités ciblées. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est travailler pour une entreprise dont on ne possède aucune part et dont on n'est pas rémunéré. Tel est un des principes du digital labor dont parlent Dominique Cardon et Antonio Casilli. Tout au long du roman, la violence exprimée sur les réseaux sociaux numériques et le profit financier se retrouvent liés entre eux. Ils sont aussi liés aux questions d'oppression raciale ou de genre. Par exemple, après avoir raconté une histoire de revenge porn sur Internet, l'auteur écrit cela. Presque toutes les connaissances d'Hélène ont vu les photographies d'Hélène en train de faire une fellation à son petit ami du lycée. Pendant ce temps-là, Facebook gagnait de l'argent. Chaque message que les gens s'envoyaient à propos de l'humiliation d'Hélène sur la place publique était accompagné de publicités pour des rasoirs électriques, pour de la nourriture pour animaux de compagnie ou pour le Téléthon. Pendant ce temps-là, Google gagnait de l'argent. Chaque fois que quelqu'un tapait le nom d'Hélène dans son moteur de recherche, Google faisait de la publicité ciblée et collectait les données des utilisateurs pour les exploiter dans le futur. Ce sont les contenus chocs qui occupent une grande place des réseaux sociaux car ce sont eux qui amènent le plus de réactions et donc de création de contenu et donc, vous l'avez compris, de facto de l'argent. La violence qu'on retrouve sur les réseaux sociaux numériques n'est dès lors plus vue comme conjoncturelle à certaines discussions ou à certaines plateformes, mais comme structurelle au dispositif médiatique. Si on voulait parler comme un marxiste, on pourrait dire que infrastructure et superstructure s'alimentent dans cette violence. Cibler les pires instincts des gens constitue une bien meilleure façon de générer des revenus publicitaires que d'en appeler au côté humaniste de notre nature. Il y a derrière tout cela l'idée que l'échange individuel sur Internet n'est pas possible.
l'incommunicabilité n'est pas ici un problème existentiel, comme ça pourrait l'être chez Antonioni, mais devient un problème matériel et médiatique. La parole sur les réseaux sociaux se trouve réduite à n'être qu'une matière permettant la création de valeur pour une grande entreprise. Et c'est ce que dit Kobek quand il dit comment discuter avec des gens dont les expressions sont des slogans publicitaires promus par Twitter. En plus de la question de genre, c'est la question raciale qui occupe une place prépondérante dans la critique des réseaux sociaux numériques et de l'Internet qu'établit Kobek. Un des signes les plus frappants est la précision de la couleur de peau des individus dont il parle. Chaque personnage mentionné est caractérisé par sa dose de mélanine qu'il ou elle possède au niveau des cellules basales de son épiderme. Force est de constater que les individus dont il parle en sont souvent dénués. Sur les 89 personnages cités dans le roman, 65 n'ont pas de mélanine au niveau des cellules basales de leur épiderme. 24 personnes en possèdent. Sachant que justement, en décidant de se focaliser sur la mélanine, Kobek peut montrer l'hypocrisie de la construction raciale qui oppose les blancs, qui n'ont pas de mélanine, à toutes les autres personnes qu'on appelle de couleur. Ainsi, dans les 24 personnes, il y a des personnes d'origine asiatique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou afro-américaine, sans qu'on ne soit jamais précisé, simplement s'ils ont une dose de mélanine dans les cellules basales de leur épiderme. Donc 24 personnes sur 89, ce qui est surprenant pour un roman si ancré géographiquement à San Francisco, qui est une ville où les Blancs sont une, je cite, majorité minoritaire, selon les termes de la sociologue Sonia Lehmann-Frisch. Non seulement l'imaginaire est un imaginaire blanc, mais comme le rappelle tout le long du roman Kobek, les dispositifs de construction de nos appareils électroniques, sur lesquels nous utilisons nos réseaux sociaux numériques et Internet, ma tablette iPad en fait partie, sont construits à l'échelle mondiale sur un, je cite, esclavagisme racial. Ce qu'Antonio Casilli ainsi qu'un certain nombre de chercheurs et chercheuses ont appelé le digital colonialism, qui s'exprime lui sur Internet et ses externalités. Et rien n'échappe à cela, même l'expression de la parole contestataire. Les seules personnes qui gagnaient de l'argent grâce à Black Twitter étaient des Blancs. Car à cause du devenir publicitaire de la communication, au XXIe siècle, le racisme, comme toute création de l'esprit humain, était un produit utile. Le racisme permettait de multiplier les publicités. Cette violence structurelle se retrouve à l'échelle territoriale de la ville de San Francisco. Le boom de la gentrification de San Francisco des années 2010, qui est lié aux industries de la tech, a été une gentrification blanche qui a reconfiguré la composition sociale et ethnique de la ville. Comme le rappelle encore une fois la sociologue Sonia Lehmann-Frisch, les inégalités sociales à San Francisco sont aussi en grande partie des inégalités ethno-raciales. L'arrivée des, je cite, millionnaires à capuche, dans le roman, a mis en place une augmentation de la ségrégation sociale qui se trouve de facto être une ségrégation sociale. Il en parle dans le roman quand les millionnaires de la tech peuvent venir payer un loyer à 3500 pour un studio. À côté de ça, les travailleurs racisés se retrouvent entassés dans des appartements à cause de l'augmentation des loyers. Cette gentrification est incarnée dans le livre par la présence des Google Bus, transportant du centre de San Francisco vers la Silicon Valley les employés des grandes entreprises de la région, et donc pas seulement de Google. La scène finale du livre, d'ailleurs, était un affrontement qui matérialise la violence ethnique et sociale, où des ingénieurs avec des Google Glass descendent d'un Google Bus et s'affrontent avec un groupe de jeunes latinos. C'est simplement parce qu'il y a des gilets jaunes et que je suis français, donc quand il y a des gilets jaunes quelque part, maintenant, j'ai envie d'en parler. Voilà. Je passerai à mon deuxième point sur Internet comme dispositif idéologique multiscalaire. L'intérêt et la pertinence des critiques portées par Kobek, même si elles sont assez radicales, est pour moi qu'elles ne se focalisent pas sur le monde virtuel, ce monde plat, mais qu'elles considèrent Internet comme un dispositif idéologique à plusieurs échelles. Il le dit justement, la première idée c'est que c'est forcément idéologique en fait, une technologie. Une des illusions les plus en vogue au XXIe siècle était de croire que les nouvelles technologies qui naissaient chaque jour étaient neutres. Mais toute technologie était le produit des idéologies avouées et inavouées de son créateur. Internet n'était pas un environnement neutre dédié à la liberté de parole. Ce que nous dit Kobek, à l'instar de penseurs du numérique comme Evgeny Morozov ou Benjamin Bratton, c'est qu'une technologie n'est pas neutre. Elle est toujours le produit d'un certain imaginaire politique et culturel. La loi de Conway, du nom du sociologue Melvin Conway, veut que les organisations qui conçoivent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation, avec les conséquences sociopolitiques que nous connaissons. Dans son livre The Stack on Software and Sovereignty, Benjamin Bratton effectue un retournement qui est assez latourien dans la façon qu'il a de le faire, qui veut que c'est les systèmes eux-mêmes qui sont définis par les organisations qui finissent par définir des formes d'organisation. Il y a alors un effet d'amplification. Cette non-neutralité recouvre un imaginaire occidental. Benjamin Bratton, par exemple, dans son livre, parle de la doctrine Monroe du cloud, du nom de la doctrine expansionniste des États-Unis en Amérique latine au tournant du XXe siècle. Kobek, lui, se focalise plutôt sur les militaires qui ont construit Internet.
l'idéologie sous-jacente à la technologie, dans un contexte de computation mondiale, porte un rôle d'hégémonie culturelle, si on veut reprendre le vocabulaire de Gramsci. Et pour Kobek, cette hégémonie culturelle vient de la violence des hommes militaires blancs. Et cet Internet ne peut pas être battu de l'intérieur, car justement, Kobek la reprend l'écrivaine Aude Willard et fait dire à son personnage principal n'oubliez jamais qu'on ne combat pas l'ennemi avec les mêmes armes que lui. Ce n'est donc pas en ligne que nous pourrons, selon lui, s'émanciper de la violence patriarcale et raciale de l'Internet. Tous les débats, l'indignation qu'on trouve sur les réseaux sociaux se réduisent à ce qu'on appelle du slacktivisme ou du clicktivisme, qui à la fin ne servent qu'à nous vendre encore plus de publicité et à enrichir les actionnaires des plateformes des réseaux sociaux. Mais si cette technologie n'est pas neutre, il faut alors se demander quel imaginaire et cadre de pensée se retrouve derrière les technologies que nous utilisons. Pour celle des plateformes de la Silicon Valley, Jared Kobek en relève trois principales. La première est celle de la philosophe et romancière objectiviste Ayn Rand. Comme il le fait avec de nombreux noms propres ou de concepts, Kobek accole à Ayn Rand, dès qu'elle est citée, une phrase qualificative, qui personnellement, on parlait du cœur grec, moi j'aime rapprocher ça des épithètes homériques, et pour Ayn Rand, cette phrase est la suivante. Ayn Rand, qui expliquait que les pauvres étaient des sous-merdes qui méritaient de mourir la tête dans le caniveau. Kobek retrace dans son roman les liens d'affinité entre Peter Thiel, donc PayPal, Steve Jobs, Apple, Jimmy Wales, Wikipédia et Travis Kalanick, Uber, et leur lien d'affinité avec la philosophe. La deuxième influence est bien évidemment celle de la littérature science-fiction. De nombreuses études ont déjà été établies sur les liens entre l'imaginaire de la Silicon Valley et ce genre de littérature, et de la manière dont cette littérature est la base d'un vocabulaire nouveau pour la réalisation de projets, quand on pense à Tesla pour aller dans l'espace et la New Boundaries, c'est très science-fiction. Dans le jeu des tests Internet sont citées les œuvres de William Gibson, donc le neuromancien, Neil Stephenson, le Kryptonicon, et Robert Lyme, entre autres. Mais peut-être qu'une des influences les plus directes est celle de l'imaginaire hippie de San Francisco qui se retrouve pour Kobek dénaturé par les techies de la Silicon Valley. Ces fadaises étaient nées à la fin des années 1960 et au début des années 1970 chez des jeunes gens qui avaient confondu capitalisme participatif et affranchissement. En lisant cela, on ne peut que penser au livre précurseur de Fred Turner, publié dès 2006, sur l'imaginaire hippie et technologique de la Bay Area, From Counterculture to Cyberculture. Ce qui est pertinent dans la critique d'Internet mise en place par Kobek, c'est de ne jamais isoler Internet dans un espace clos. La gentrification, la violence sociale et politique, les dynamiques d'exploitation se retrouvent toutes liées. Cela se rapproche de la structure de Stack de Benjamin Prattom, qui voit dans la computation à échelle mondiale une mégastructure accidentelle en 6 couches. Utilisateur, interface, adresse, ville, cloud et terre. Le stack discuté dans les chapitres, donc ça c'est le début de Benjamin Prattom, le stack discuté dans les chapitres qui suivent est une vaste formation logicielle matérielle, une proto-mégastructure faite d'océans siliconés, de béton cellulaire et de fibres optiques, de métal urbain et de doigts charnus, d'identités abstraites et des peaux renforcées d'une souveraineté nationale sollicitée de toutes parts. C'est une machine qui circonscrit littéralement la planète, qui ne se contente pas de percer et de déformer les modèles westphaliens du territoire étatique, mais qui produit aussi de nouveaux espaces à son image. Cloud, réseau, zone, graphes sociaux, écologie, mégapole, violence formelle et informelle, théologie bizarre, toutes superposées les uns sur les autres. Toutes les couches se retrouvent également liées chez Kobek, comme le montre cette phrase. Si vous voulez savoir pourquoi San Francisco et sa région vont si mal, c'est simple. À part Apple, la première source de revenus de toutes les autres entreprises est la publicité. C'est l'expérience du devenir publicité de la communication, ce qui explique la violence de l'expérience en ligne et la violence territoriale à l'échelle de la ville. Je vais passer sur mon dernier point, donc qui est l'idée de quelle vision de la littérature nous donne Kobek et comment c'est une littérature qui n'aurait pas pu être faite ailleurs qu'à San Francisco. Donc, c'est une narration documentaire. Le texte de Kobek est une narration documentaire, si je reprends les termes de Lionel Ruffel, c'est un texte qui hybride la fiction et le réel. Dans son texte apparaissent des personnages réels, qu'il s'agisse d'écrivains comme Kevin Killian, d'ailleurs l'auteur semble avoir une fascination pour Kevin Killian, ou les patrons des grandes entreprises comme Peter Thiel, ou des protagonistes de faits divers tels que Sandra Quadra, dont je reviens dans un instant. En fait, une partie du texte dénonce la gentrification de la ville et se préoccupe d'exemples concrets, comme le rachat d'un bail d'une galerie d'art pour un restaurant appelé le Local Corner, qui est juste là, et qui existe encore actuellement à San Francisco.
L'auteur nous raconte les manifestations, les pétitions, les réunions de quartier pour parler de cette implémentation. Et il fait alors intervenir l'histoire de Sandra Quadra, matriarche d'une famille latino-américaine, s'étant vue en 2014 refuser l'entrée de ce restaurant. Et donc on peut voir sur le restaurant, il y avait un tag qui était de Keep Mission Brown. Donc Mission, c'est le quartier latino de San Francisco, comment il faudrait le garder latino et pas seulement le gentrifier. Donc il y a un souci du réel de la part du narrateur, que ce soit par son hybridation avec la fiction et son travail de recherche sociologique, historique et politique. Le document fictionnel qu'il nous donne est un travail d'activiste, de documentariste, tout autant que d'écrivain. Ensuite, c'est l'idée de... Ce qui m'intéresse, c'est que cette littérature, elle est très liée à le courant de la New Narrative à San Francisco. Donc ce courant qui a émergé dans les années 80 avec d'auteurs comme Kevin Killian, Cathy Hacker ou Dodi Bellamy et auquel Kobek fait explicitement référence. Et sans vouloir... peut-être justement sur l'ancrage littéraire et physique de l'auteur à San Francisco nous explique énormément de choses. Je ne veux pas remettre en cause le féminisme ou les politiques antiraciales, mais ce que je me demande, c'est à quel point le roman n'est pas lui-même un concentré de l'idéal progressiste de San Francisco. Cette ville qui est vue comme une ville sanctuaire aux États-Unis a toujours été à l'avant-garde des politiques progressistes sur les questions de genre, d'accueil, d'écologie et de non-ségrégation raciale. Bon, ça veut peut-être rien dire, mais 84% des gens avaient voté Hillary au premier tour. Enfin, il n'y a pas de premier tour, donc à l'élection présidentielle. Voilà. Et la focalisation de l'auteur sur les questions raciales où on intervient et de genre et même queer, on peut dire, dans sa critique d'Internet peut être vue comme l'influence de la dynamique intellectuelle de la ville sur son écriture. La question qui pourrait être également posée est de savoir à quel point ce livre et les critiques unilatérales qu'il a fait sur Internet ne seraient pas, comme on peut dire, attendus par une classe littéraire ne comprenant pas les dispositifs de la computation. À quel point la réception assez bonne du roman n'est pas le symptôme d'un désir de la classe littéraire d'entendre des discours négatifs sur Internet. Malgré les critiques de Kobek mis en scène par ses personnages, tout ne semble pas condamné. En filigrane apparaît une possible sortie de crise. Tout d'abord, une croyance dans la puissance des mots pour défaire les abus du langage publicitaire en ligne, même si le narrateur s'oppose pourtant clairement à cette possibilité. Donc page 267, il nous dit « Le pouvoir ne passait pas par les mots ». Et c'est un écrivain qui vous le dit. Les seuls endroits où les mots avaient du pouvoir, c'est lorsqu'ils étaient griffonnés sur les murs d'une chiotte. Il met bien ça au féminin. Le seul effet de ce qu'écrivent les petits gens sur Internet était de faire le malheur d'autres petits gens. Lorsque vous vous attaquez à plus gros que vous, semez la zizanie, divisez pour mieux régner. Donc on voit bien que normalement, c'est pas par le langage que devrait passer cette sortie de crise. Cependant, l'auteur utilise le langage pour défaire les mots publicitaires que l'on ne prend nous-mêmes plus le temps de questionner. À travers un détournement d'une écriture à la Wikipédia et l'écriture d'aphorismes, qui rassemblés en tant que tel pourrait ressembler à un dictionnaire des idées reçues de Flaubert, mais 2.0, il met en place un certain nombre de définitions surprenantes qui la collent à des concepts comme il avait accolé à Ayn Rand, qu'elle voulait que tous les pauvres crèvent la gueule dans le caniveau. Par exemple, dès qu'il utilise le mot argent, il est écrit directement après que l'argent est l'unité par laquelle les gens mesuraient le degré d'humiliation. C'est aussi avec les mots et l'humour que l'auteur déconstruit certains concepts tels que celui de race blanche, en rappelant qu'une personne dite blanche est toute sauf blanche et possède plutôt une couleur qui rappelle la couleur rose peu flatteuse d'un porcelet tout juste né. Donc comment le mot blanc passe au lavomatique pour reprendre sa blancheur initiale et voir que tout n'est pas blanc. C'est aussi avec le langage qu'il défait la vision que nous avons du printemps arabe, qui était une série d'événements qui était survenue entre 2010 et 2012 et que l'Occident a appelé le printemps arabe. La légende voulant que ce soit grâce aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter que ces révoltes ont pu voir le jour. Ramesh Srinivasan et Adam Fish, dans leur livre After the Internet, rapportent pourtant que les réseaux sociaux ont joué un rôle très minoritaire dans ces révoltes. Kobek, lui, choisit le langage et l'humour pour nous dire exactement la même chose. Je l'ai pas, mais je vais vous la dire. Dans les zones tropicales et subtropicales, il existe au mieux 2 saisons. La saison humide et la saison sèche. C'est un des autres miracles accomplis par les multinationales américaines situées à San Francisco et aux alentours. Le premier printemps du Moyen-Orient. Conclusion. Donc je vais conclure maintenant. Le roman de Kobek nous raconte donc bien l'Internet et les réseaux sociaux, mais il décide de ne pas s'arrêter à ce qui se passe sur l'écran. Il va voir de l'autre côté pour nous raconter les dynamiques qui rendent possibles ces outils. Face à la violence structurelle du dispositif lié au devenir pub de la communication et à l'idéologie sous-jacente de la technologie, il invite à la création d'un nouvel Internet, un Internet fait par les femmes.
Je le cite, les femmes doivent développer leur propre Internet. Et elles doivent se regrouper et créer un nouvel Internet gynocentrique. Et elles doivent en exclure toutes les hypothèses idiotes des hommes dans son organisation et son design. Elles ne doivent pas répéter les mêmes erreurs. Pas de discours à la con sur la liberté de parole. Pas de discours à la con sur les libertés individuelles. Pas de discours à la con sur le renouveau de la littérature jeunesse. Lorsque toutes les femmes auront fini de créer leur propre Internet, elles doivent en bannir les hommes pour au moins 10 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bugs. Et c'est peut-être cette proposition-là que moi, personnellement, j'aurais voulu voir s'agrémenter dans le roman, parce qu'il y a une critique de l'Internet que je trouve assez pertinente, et assez drôle, le roman, on rit du début à la fin, mais cette critique s'arrête là. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment l'écriture et les écrivains avec l'imaginaire peuvent nous aider à reconstruire et à imaginer un autre Internet que celui que nous avons actuellement. Je vous remercie pour votre attention.